mon nom est Mira Wells, et j'ai 28 ans. Il y a 6 mois, j'ai pris l'avion de Los Angeles à Boston pour le grand jour de ma sœur Victoria. Quand je suis arrivé sur les lieux et que j'ai donné mon nom, le personnel a semblé confus. Ils ont parcouru la liste des invités une fois, 2 fois, puis m'ont regardé avec pitié. Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas ici. J'ai appelé ma sœur pour lui demander. Elle a ricané au téléphone, tu crois vraiment que tu serais invité? Alors, je suis parti sans un mot. J'ai posé un cadeau sur la table, juste une petite boîte argentée. Des heures plus tard, quand Victoria l'a ouverte devant 400 invités, elle a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, et elle n'a pas cessé d'appeler depuis. Mais je n'ai jamais répondu. Avant que je vous dise ce qu'il y avait dans cette boîte, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous plaît vraiment. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Pour comprendre pourquoi ce cadeau a détruit tout ce que ma sœur avait construit, je dois vous ramener à l'époque où j'ai réalisé pour la première fois que je ne faisais jamais vraiment partie de cette famille. J'ai grandi dans une maison coloniale de 3 étages à Beacon Hill, Boston. De l'extérieur, nous avions l'air de la famille parfaite, riche, respectée, le genre de personnes qui passaient leurs étés à Martha's Vineyard et donnaient aux bonnes œuvres de charité. Mais à l'intérieur de ces murs, il y avait 2 filles, et une seule qui comptait. Victoria avait 3 ans de plus que moi. Elle avait la plus grande chambre, les vêtements de marque, les leçons de piano, le récital de danse auquel nos parents assistaient réellement. Moi, j'ai eu les vêtements de seconde main et le silence. C'est à mon 10e anniversaire que j'ai finalement compris ma place dans cette famille. J'avais compté les jours. Atteindre les 2 chiffres me semblait important. J'imaginais des ballons, un gâteau avec mon nom dessus, peut-être même une fête comme celle que Victoria avait eue, celle avec le poney, le déjeuner traiteur, et 40 enfants de sa classe. Ce matin-là, je me suis réveillé tôt et j'ai couru en bas. La cuisine était vide. Ma mère était au téléphone, organisant le prochain cotillon de Victoria. Mon père était déjà parti au travail. Aucun d'eux n'a levé les yeux quand je suis entré. Maman, dis-je, c'est mon anniversaire. Elle a couvert le récepteur. Je sais, ma chérie. On fera quelque chose plus tard. Ils ne l'ont jamais fait. Mais ce soir-là, on a frappé à la porte de ma chambre. C'était grand-mère Eleanor, la mère de mon père, tenant une petite boîte emballée. Joyeux anniversaire, ma chère petite, a-t-elle dit en s'asseyant sur le bord de mon lit. À l'intérieur se trouvait un appareil photo, pas un jouet, un vrai, avec une lanière en cuir et un corps argenté qui semblait lourd dans mes petites mains. Tu as l'œil d'une artiste, ma chère. Elle m'a touché la joue. Un jour, le monde verra ce que je vois en toi. Je ne le savais pas à l'époque, mais cet appareil photo allait changer toute ma vie. Et grand-mère Eleanor, elle savait exactement ce qu'elle plantait. 8 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec une bourse complète pour la Rhode Island School of Design, l'un des meilleurs programmes d'art du pays. Je pensais que peut-être, enfin, mes parents me remarqueraient. La cérémonie avait lieu un samedi après-midi. J'avais été choisi pour faire un petit discours sur la poursuite de sa passion. J'ai répété pendant des semaines, imaginant le sourire fier de ma mère, la poignée de main ferme de mon père. Le matin de la remise des diplômes, je suis descendu en toge et mortier. Victoria était à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone. Mes parents étaient penchés sur l'ordinateur portable de mon père. La cérémonie commence à 14h, dis-je. Nous devrions partir à 13h pour avoir de bonnes places. Ma mère n'a pas levé les yeux. Ma chérie, quelque chose est arrivé. Comment ça? Mon père a finalement jeté un coup d'œil vers moi. Victoria a un événement de réseautage avec Goldman Sachs. C'est une énorme opportunité pour sa carrière. Nous ne pouvons pas le manquer. Je suis resté là, dans ma toge de diplômé, serrant mes notes de discours. C'est ma remise de diplôme. La photographie n'est pas une vraie carrière, Mira. La voix de mon père était plate. Peut-être que tu devrais envisager une école de commerce, comme ta sœur. Victoria a eu un sourire narquois mais n'a rien dit. Je suis allé à cette cérémonie seul. J'ai fait mon discours devant une salle pleine d'inconnus. Et quand ils ont appelé mon nom pour recevoir mon diplôme, j'ai regardé le public et n'ai vu qu'un seul visage familier, grand-mère Eleanor. Au premier rang, applaudissant plus fort que n'importe qui. Après, elle m'a pris les mains.
Souviens-toi, ma chérie, a-t-elle murmuré. Les plus grands trésors ne sont pas toujours ceux pour lesquels les gens se battent. Parfois, ce sont ceux qui sont transmis discrètement. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Pas à ce moment-là. Mais je le comprendrai. Des années plus tard, debout devant le lieu du mariage de ma sœur avec une boîte argentée à la main, je comprendrai tout. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait 2 valises et j'ai acheté un aller simple pour Los Angeles. Je n'ai pas dit au revoir. Il n'y avait personne à qui le dire. Pendant les 10 années suivantes, j'ai construit ma vie en silence. J'ai commencé comme assistante d'un photographe de mariage, portant du matériel et ajustant l'éclairage. J'ai tout appris. J'ai économisé chaque centime. Et lentement, client par client, j'ai construit quelque chose à moi. Ma famille n'a jamais posé de questions sur mon travail. Pour eux, j'étais toujours une Ira, qui prend des photos d'inconnus. Victoria appelait de temps en temps, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me mettre au courant de ses réussites. Directrice marketing senior à 29 ans, bureau d'angle, fiancée à un gestionnaire de fonds spéculatifs. Chaque conversation était une performance, et j'étais son seul public. Je viens de conclure une campagne à 7 chiffres, a-t-elle dit un soir. Et toi? Tu fais toujours tes petites séances photos? J'étais assise à mon bureau à ce moment-là, celui avec des baies vitrées donnant sur le centre-ville de Los Angeles. Celui avec des prix sur les murs et une liste de clients qui lui feraient tourner la tête. Je vais bien, Victoria. Félicitations pour ta campagne. Merci. Maman et papa m'organisent un dîner de célébration la semaine prochaine. Évidemment, tu n'es pas invité. C'est juste la famille proche. J'ai laissé ça s'imprégner. Famille proche. Bien sûr, dis-je. Passez un merveilleux moment. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de mon bureau. Everlight Studio, mon entreprise. 3 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Des clients célèbres, des articles dans des magazines, une équipe de 12 personnes. Victoria n'en avait aucune idée. Aucun d'eux. Et pendant longtemps, je me suis dit que je m'en fichais. Je me suis dit que leur approbation n'avait plus d'importance. Mais ensuite, grand-mère Eleanor est décédée, et tout a changé. L'appel est arrivé un mardi matin. J'étais en train de réviser des contrats quand mon téléphone a sonné. Un numéro de Boston que je ne reconnaissais pas, Mademoiselle Wells? C'est Harrison Lawson, l'avocat de votre grand-mère. Je suis désolé de vous informer qu'Eleanor Hartwell est décédée la nuit dernière. Le monde s'est arrêté. Grand-mère Eleanor avait 82 ans. Elle ralentissait depuis des années, mais j'ai toujours pensé qu'il y aurait plus de temps. Une visite de plus, un appel de plus, une chance de plus de lui dire à quel point elle comptait pour moi. J'ai pris l'avion pour Boston le jour même. Les funérailles ont eu lieu à l'église de la Trinité, remplie de centaines de personnes dont elle avait touché la vie. Grand-mère Eleanor avait été une mécène des arts de premier plan. Elle avait financé des galeries, des bourses, des artistes émergents. Elle croyait en la beauté et en ceux qui la créaient. Je me suis assise seule au 3e rang. Mes parents étaient devant, acceptant les condoléances. Victoria se tenait à leur côté dans une robe noire de créateur, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Mais j'ai remarqué quelque chose. Entre les étreintes compatissantes, Victoria n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à ma mère, et ma mère à mon père. Ils chuchotaient à propos de quelque chose. La collection de bijoux, ai-je entendu dire Victoria. As-tu parlé à l'avocat pour savoir quand nous pourrons? Pas ici, a sifflé ma mère. Nous en discuterons après. J'ai fixé le cercueil de grand-mère Eleanor pendant que ma famille comptait ses biens comme un inventaire. Elle méritait mieux. Nous méritions tous mieux. Après le service, alors que les gens sortaient, une main a touché mon épaule. Monsieur Lawson. L'avocat. Cheveux gris, yeux bienveillants. Mademoiselle Wells, a-t-il dit doucement. Pourriez-vous rester après? Il y a quelque chose que votre grand-mère voulait que vous ayez. Mon cœur s'est serré. Bien sûr. Je ne savais pas que ce qu'il allait me montrer allait tout changer. Monsieur Lawson m'a conduite dans un petit bureau à l'arrière de l'église. Il a fermé la porte et s'est assis en face de moi, une enveloppe Kraft à la main. Votre grand-mère est venue me voir il y a 2 ans, a-t-il commencé. Elle était très précise sur ses volontés. Ce que je vais vous montrer est séparé de son testament public.
Il a fait glisser l'enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient 2 documents et une lettre. Le premier document était un amendement notarié à sa succession. J'ai lu les mots 3 fois avant qu'ils ne s'imprègnent. La collection de bijoux Hartwell. Toute sa collection, évaluée à 2,3 millions de dollars, était à moi. Pas à Victoria. Pas à ma mère. À moi. Mes mains tremblaient en ouvrant la lettre. Ma très chère Mira, si tu lis ceci, je suis parti. Mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce choix. Victoria voit ces pièces comme des trophées, des symboles de statut à exposer et à envier. Mais toi, ma chère petite, tu vois leur histoire, leur signification. Tu comprends que la beauté n'est pas une question de possession. C'est une question de préservation. Ta mère et ta sœur seront en colère. Elles diront que j'ai fait une erreur. Mais je t'ai vu devenir quelqu'un de remarquable, même quand personne d'autre ne regardait. Ces pièces appartiennent à quelqu'un qui les honorera. Elles t'appartiennent. Avec tout mon amour, grand-mère Eleanor, j'ai pressé la lettre contre ma poitrine, des larmes coulant sur mon visage. Il y a une dernière chose, a dit doucement Monsieur Lawson. Votre grand-mère a demandé que cela reste confidentiel jusqu'à ce que vous décidiez du bon moment pour le révéler. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai rangé les documents dans mon sac et suis sorti de cette église avec un secret qui allait rester dans mon cœur pendant 6 mois. Je ne savais pas alors que je l'utiliserais au mariage de ma sœur. 3 mois après les funérailles, j'ai appris la nouvelle. Victoria était fiancée. Marcus Thornton, vieille fortune du Connecticut. Sa famille possédait la moitié de l'immobilier commercial de la Nouvelle-Angleterre. C'était le genre de mariage dont mes parents avaient toujours rêvé, la richesse épousant la richesse, le statut cimentant le statut. Le mariage aurait lieu au Grand Belmont Hotel à Boston. 400 invités, un budget à 6 chiffres, chaque détail planifié à la perfection. J'ai attendu mon invitation. Des semaines ont passé. Rien. J'ai vérifié mon courrier tous les jours. J'ai rafraîchi mes emails constamment. Je me suis dit qu'il devait y avoir un retard. Que sûrement ma propre sœur ne. Finalement, j'ai appelé ma mère. Maman, je n'ai pas encore reçu mon invitation pour le mariage de Victoria. Dois-je RSVP directement à elle ou? Il y a eu une longue pause. Mira. La voix de ma mère était prudente. Victoria voulait que je te parle de ça. Mon estomac s'est noué. C'est juste que le mariage est très intime. Victoria a estimé qu'il serait préférable que tu ne viennes pas intime. J'ai failli rire. J'ai vu sur son Instagram qu'il y a 400 invités. Une autre pause. Tu sais comment tu peux être à ces événements. Maladroite. Nous ne voulons rien qui puisse détourner l'attention de la journée de Victoria. Je suis restée silencieuse, le téléphone collé à l'oreille. Je vois, ai-je finalement dit. Merci de me l'avoir fait savoir, maman. J'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai parcouru les réseaux sociaux de Victoria. Des photos de son essayage de robe, de sa fête de fiançailles, de sa liste de mariage chez Tiffany S. Des commentaires de centaines de personnes la félicitant. 400 invités, mais pas un seul siège pour sa propre sœur. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Et puis j'ai pris ma décision. Maintenant, je dois vous poser une question. Si vous étiez à ma place, si votre propre famille vous interdisait de venir au mariage de votre sœur et mentait en disant que c'était intime, que feriez-vous? Vous présenteriez-vous quand même? Partiriez-vous pour toujours? Feriez-vous quelque chose de complètement différent? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je suis sincèrement curieuse de savoir ce que vous choisiriez. Et pendant que vous y réfléchissez, appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer la suite. Parce que ce que j'ai fait, personne ne l'a vu venir. J'ai réservé mon vol 3 jours avant le mariage. De Los Angeles à Boston. Allez simple. Je n'ai prévenu personne. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai simplement fait une petite valise et préparé la seule chose que je devais apporter, un cadeau. Il était posé sur mon comptoir de cuisine, dans une boîte argentée avec un ruban blanc, assez petit pour tenir dans mon sac à main, assez léger pour que l'on ne devine jamais ce qu'il y avait à l'intérieur. La nuit avant mon vol, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de me demander si je faisais ce qu'il fallait. Une partie de moi voulait rester à la maison, me protéger d'un autre rejet, faire comme si je m'en fichais.
Mais je m'en souciais. C'était ça le problème. Pendant 28 ans, j'avais été invisible pour ma famille. J'avais accepté leur mépris, leur favoritisme, leur cruauté désinvolte. J'avais construit une vie à 5000 km de là et je me disais que c'était suffisant. Ce n'était pas le cas. Je ne prenais pas l'avion pour Boston par vengeance. Je n'allais pas faire de scène ni gâcher la journée de Victoria. Je voulais juste faire une chose, je voulais offrir un cadeau de mariage à ma sœur. Je voulais être vu, ne serait-ce qu'une fois, comme quelqu'un qui existait. À 6 heures du matin, j'ai enfilé une simple robe bleu marine, j'ai mis mon rouge à lèvres, et je me suis regardé dans le miroir. Tu peux le faire, ai-je murmuré. J'ai pris la boîte argentée et je l'ai glissée dans mon sac. Je ne savais pas ce qui se passerait quand Victoria l'ouvrirait. Je ne savais pas si ça changerait quoi que ce soit ou rien du tout. Mais je savais que je ne pouvais pas garder ce secret pour toujours. Certaines vérités doivent éclater. Et grand-mère Eleanor m'avait fait confiance pour trouver le bon moment. Alors que mon avion décollait de la piste, j'ai réalisé que le moment était enfin venu. L'hôtel Grand Belmont était tout ce que j'attendais, et plus encore. Des lustres en cristal, des sols en marbre, d'énormes compositions florales dans le hall qui coûtaient probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Un quatuor à cordes jouait doucement près de l'entrée tandis que des invités en robe de créateur et en costume sur mesure se dirigeaient vers la salle de bal. Je suis resté au bord de tout ça, serrant ma boîte argentée. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai lissé ma robe rose poudrée, modeste, élégante et je me suis dirigé vers la table d'accueil. 2 jeunes femmes en noir étaient assises derrière une liste d'invités qui ressemblait à un petit roman. « Bonjour, dis-je. Je suis ici pour le mariage Wells Thornton. »« Bien sûr. Votre nom, s'il vous plaît. »« Myra Wells. »« Je suis la sœur de la mariée. » La femme a souri et a baissé les yeux sur sa liste. Son doigt a parcouru les EW une fois, 2 fois, une 3e fois. Le sourire s'est estompé. « Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas sur la liste. Pourriez-vous vérifier à nouveau ? » WLLS, elle a tourné plusieurs pages. L'autre réceptionniste s'est penchée pour l'aider. « Il y a un Harold Wells, a-t-elle dit. Une Patricia Wells, une Victoria Wells, bientôt Thornton. » Mais elle a levé les yeux vers moi avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Pas de Myra. Les portes de la salle de bal étaient ouvertes derrière elle. Je pouvais voir des nappes blanches, des centres de table imposants, des centaines de personnes riant et buvant du champagne. 400 invités. Mais mon nom n'était pas sur la liste. La réceptionniste s'est agitée, mal à l'aise. « Madame, y a-t-il quelqu'un que je pourrais appeler pour vous ? » « Non, dis-je doucement. Ce n'est pas grave. Je vais m'en occuper moi-même. » Je me suis éloigné de la table et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables lorsque j'ai composé le numéro de Victoria. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, puis ma sœur a répondu. « Allô ?» La voix de Victoria était sèche, impatiente. Derrière elle, je pouvais entendre le brouhaha du cocktail. Des verres qui tintent, de la musique, des rires. Victoria, c'est Myra. Une pause, puis un soupir. « Qu'est-ce que tu veux ? » Je suis un peu occupé. Je suis à l'hôtel. Mon nom n'est pas sur la liste des invités. Silence. J'ai attendu. Je sais, a-t-elle finalement dit. C'est parce que tu n'étais pas invité. Même si je m'y attendais, les mots m'ont quand même frappé comme une gifle. Je suis ta sœur. Et Victoria a ri, d'un son froid et cassant. Tu crois vraiment que tu serais invité ? Ce mariage est pour les gens qui comptent, Myra. Des gens importants. Pas quelqu'un qui prend des photos pour gagner sa vie. J'ai fermé les yeux. J'ai traversé le pays. C'est ton problème, pas le mien. Je ne t'ai pas demandé de venir. Je voulais juste te donner un cadeau, te souhaiter bonne chance. Un cadeau ? Elle a reniflé. Qu'est-ce que tu pourrais bien me donner que je n'ai pas déjà ? Laisse-moi deviner. Un album photo fait maison ? Un coupon pour une séance de portrait gratuite ? Je n'ai rien dit. Laisse-moi être clair, a poursuivi Victoria. Personne ne veut de toi ici. Ni maman, ni papa, et certainement pas moi. Tu as toujours été une honte pour cette famille. Rentre chez toi,
Mira. Retourne à ta petite vie en Californie et arrête de faire comme si tu avais ta place dans la mienne. Je suis resté dans le hall de l'hôtel, entouré d'inconnus, et j'ai laissé ces mots me submerger. J'aurais pu me battre. J'aurais pu crier, pleurer, supplier. Mais je ne l'ai pas fait. Je comprends, dis-je. Ma voix était calme, égale. Je laisserai ton cadeau à la table de réception. Bien, peu importe. Ne fais pas de scène. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone un instant, puis j'ai souri. Parce que je savais exactement ce qu'il y avait dans cette boîte, et je savais exactement quand elle l'ouvrirait. La table des cadeaux était un chef-d'œuvre d'excès. Des centaines de boîtes emballées de toutes tailles, bleu Tiffany, orange Hermès, blanc brillant avec des rubans dorés. Des carafes en cristal, des cadres en argent, des enveloppes qui contenaient sans aucun doute des chèques à plusieurs zéros. Je me suis approché lentement, ma boîte argentée à la main. La réceptionniste qui m'avait refusé l'entrée me regardait depuis son poste. Son expression était incertaine. Sympathique, peut-être, ou simplement confuse par la femme qui avait été rejetée mais n'était pas partie. J'ai trouvé une place vide au bord de la table et j'ai posé mon cadeau. Il avait l'air petit au milieu de toute cette grandeur, humble, facile à manquer. J'ai sorti une carte de mon sac à main et je l'ai glissée sous le ruban. À Victoria, de la part de ta sœur Mira. Madame. Je me suis retourné. La réceptionniste s'était approchée, sa voix douce. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir rester? Je pourrais essayer de parler à l'organisatrice du mariage, peut-être. Non, merci. Je lui ai fait un petit sourire. Certains cadeaux parlent plus fort quand celui qui les offre est absent. Elle a cligné des yeux, clairement incertaine de ce qu'il fallait en penser. J'ai jeté un dernier regard aux portes de la salle de bal. Quelque part à l'intérieur, ma famille célébrait. Ma mère complimentait probablement la robe de Victoria. Mon père serrait probablement la main de personnes importantes. Et Victoria rayonnait probablement, se prélassant dans l'attention qu'elle avait toujours désirée. Aucun d'eux ne pensait à moi. Ce n'était pas grave. Ils allaient bientôt penser à moi. Je me suis retourné et j'ai traversé le hall, passant devant les lustres, le quatuor à cordes, et les belles personnes dans leurs beaux vêtements. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, l'air d'automne était vif et pur. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai réservé le prochain vol pour Los Angeles. Alors que mon taxi s'éloignait du Grand Belmont, j'ai souri. La réception allait commencer d'une minute à l'autre, et bientôt Victoria prendrait mon cadeau. Mais avant de vous raconter la suite, je dois vous ramener 2 mois en arrière, au moment où le destin, ou peut-être l'esprit de grand-mère Eleanor, a décidé de jouer une dernière carte. C'était un mercredi après-midi. J'étais à mon bureau en train de vérifier des factures quand mon assistante a frappé à ma porte. « Mira, tu as un appel. » Une certaine Caroline Ashford. Mon cœur a fait un bond. Caroline Ashford était une légende dans l'industrie du mariage, propriétaire d'Ashford Events, l'agence d'organisation de mariage la plus exclusive de la côte est. Elle avait coordonné des cérémonies pour des sénateurs, des célébrités, des dynasties de vieille fortune. Elle avait aussi été l'amie la plus proche de grand-mère Eleanor. J'ai décroché le téléphone. Madame Ashford, ça fait longtemps. Trop longtemps, ma chère. Sa voix était chaude, familière. Eleanor parlait de toi constamment, tu sais. Elle était si fière de ce que tu as construit. Ma gorge s'est serrée. Merci. Je t'appelle parce que j'ai une mariée à Boston qui a besoin d'un photographe. Très particulière, très exigeante. Elle veut le meilleur. Et je lui ai dit qu'Everlight Studio était le meilleur. J'apprécie la recommandation. Il y a une chose que tu devrais savoir. Caroline a fait une pause. La mariée est ta sœur. Je suis resté très immobile. Victoria a signé le contrat la semaine dernière, a poursuivi Caroline. Elle n'a aucune idée que tu possèdes l'entreprise. Elle a juste vu notre portfolio et est tombée amoureuse du travail. Vous le saviez. Et vous nous avez quand même recommandé. Ta grand-mère l'aurait voulu, Mira. Elle disait toujours, la vérité trouve son propre chemin. La voix de Caroline s'est adoucie. Le contrat est déjà signé. 15 000 € d'acompte non remboursable. Que tu te présentes personnellement est entièrement ton choix. J'ai fixé la ligne d'horizon de Los Angeles par ma fenêtre.
Ma sœur m'avait engagé. Elle avait signé un contrat avec l'entreprise dont elle ne savait pas que je la possédais. Et elle n'en avait aucune idée. Il y avait autre chose que Victoria ne savait pas. Un mois avant le mariage, elle avait organisé un brunch de mariage. J'en ai entendu parler par Caroline, qui l'a appris par le biais du circuit social de Boston. 30 femmes, une salle privée au Four Seasons, du champagne et des sandwichs sans croûte, et Victoria tenant le haut du pavé comme une reine. Le sujet de conversation, la collection de bijoux Hartwell. Les perles de grand-mère seront mon quelque chose de vieux, avait annoncé Victoria à la salle. La collection vaut plus de 2 millions de dollars. Elle est dans notre famille depuis des générations. C'est merveilleux que ce soit à toi, a dit quelqu'un. Eh bien, évidemment. Victoria avait souri. J'ai toujours été la préférée de grand-mère. Elle savait que j'apprécierais ces pièces à leur juste valeur, pas comme ma sœur, qui ne saurait pas faire la différence entre un quartier et un bijou fantaisie. Ma mère avait hoché la tête, sirotant son mimosa. Ta grand-mère voudrait que tu les aies, ma chérie. Tu as toujours été celle dont elle était la plus fière. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que la collection était déjà à moi. Elle était à moi depuis 6 mois. Victoria avait contacté Monsieur Lawson plusieurs fois, essayant de réclamer les bijoux avant le mariage. Il avait poliment esquivé, citant des affaires de succession en cours. Elle a supposé que c'était juste des retards administratifs. Elle avait même commandé une vitrine sur mesure pour son dressing, prête à recevoir son héritage. Elle avait parlé de la collection à la famille de Marcus. La vieille fortune impressionnée par les vieux bijoux. Elle en a parlé à ses amis. Elle avait probablement déjà prévu dans quel magazine les montrer. Et tout cela était bâti sur un mensonge qu'elle ne savait pas qu'elle racontait. Elle croyait avoir droit à ces pièces. Elle croyait que grand-mère Eleanor l'avait aimée plus que tout. Elle était sur le point de découvrir à quel point elle avait tort. Et 400 des plus belles personnes de Boston seraient là pour le voir. Retour au présent. Mon taxi m'a déposé à l'aéroport Logan juste au moment où le soleil se couchait sur le port de Boston. La réception allait bientôt commencer. Le service du dîner, les toasts, la découpe du gâteau, et à un moment donné, selon la tradition de notre famille, la mariée ouvrirait les cadeaux. J'ai trouvé un siège dans le salon VIP de la compagnie aérienne et j'ai commandé un café. À travers les baies vitrées, je regardais les avions décoller dans le ciel orangé. Mon téléphone était posé sur la table devant moi, silencieux. Pas d'appel, pas de message. Pas encore. J'ai pensé à grand-mère Eleanor, à la façon dont elle m'avait regardé quand personne d'autre ne le faisait, à l'appareil photo qu'elle m'avait donné quand j'avais 10 ans, celui qui avait tout déclenché. Les plus grands trésors ne sont pas toujours ceux pour lesquels les gens se battent, avait-elle dit. Parfois, ce sont ceux qui sont transmis discrètement. Je comprenais maintenant. Elle savait exactement quel genre de femme Victoria deviendrait. Elle savait que mes parents choisiraient toujours ma sœur plutôt que moi. Et elle s'était assurée que, le moment venu, j'aurais la vérité de mon côté. Pas de vengeance, juste la vérité. J'ai siroté mon café et j'ai regardé ma montre. 19h45, le cocktail serait terminé. Les invités seraient assis. Le maître de cérémonie chaufferait la salle, se préparant à inviter Victoria et Marcus à ouvrir quelques cadeaux spéciaux avant le dessert. Ma boîte argentée attendait. À l'intérieur, une copie du testament de grand-mère Eleanor, sa lettre pour moi, une photo de nous deux ensemble dans sa bijouterie préférée, et une seule feuille de papier plié, une copie du contrat d'Everlight Studio avec mon nom clairement imprimé en bas. J'ai souri pour moi-même. D'une minute à l'autre, Victoria prendrait cette boîte, et plus rien ne serait jamais pareil. Laissez-moi vous raconter ce qui se passait au Grand Belmont pendant que j'étais assise dans ce salon d'aéroport. La salle de bal était magnifique. 100 tables drapées de nappes ivoires, des centres de table de roses blanches et d'hortensias atteignant les lustres en cristal. Un orchestre à cordes jouait doucement pendant que des serveurs en gants blancs servaient le troisième plat. 400 invités, l'élite de Boston, le vaste réseau des Thornton, la collection soigneusement sélectionnée d'amis impressionnants de Victoria. Et au centre de tout cela, ma sœur. Elle était radieuse dans sa robe Vera Wang sur mesure, des diamants scintillant à son cou et à ses poignets. Marcus était assis à ses côtés, beau et adorateur, exactement le genre de mari qu'elle avait toujours dit mériter. Mes parents étaient à la table d'honneur, rayonnants. Ma mère n'arrêtait pas de tamponner ses yeux, submergée de fierté. Mon père serrait la main du père de Marcus,
deux patriarches scellant une alliance. Personne n'a mentionné mon nom. Personne n'a remarqué la chaise vide qui aurait dû être là. Pendant le cocktail, Victoria avait circulé dans la salle, acceptant les compliments et les bises. Quand quelqu'un a posé des questions sur les bijoux qu'elle portait, elle s'était penchée d'un air conspirateur. Attendez juste de voir la collection de grand-mère. Je l'hérite, vous savez. Plus de 2 millions de dollars en pièces de famille. Je porterai les perles au Mégala au printemps prochain. Ses invités avaient poussé des exclamations admiratives. Maintenant, alors que le dessert était servi, le maître de cérémonie a pris le micro. Mesdames et messieurs, c'est l'heure d'un moment spécial. Notre magnifique marié et notre mariée aimeraient ouvrir quelques cadeaux avant de couper le gâteau. Victoria a applaudi de joie. Marcus a souri à ses côtés. Une table couverte de cadeaux attendait à proximité. Et sur le bord, presque cachée parmi les boîtes Tiffany et les paquets Hermès, se trouvait une petite boîte argentée avec un ruban blanc. Victoria ne l'a pas remarqué. Pas encore. Victoria s'est dirigée vers la table des cadeaux comme une reine approchant de son trône. Voyons quels trésors nous attendent, a-t-elle annoncé, et la salle a ri poliment. Elle a ouvert la première boîte, un vase en cristal de baccarat. La deuxième, un ensemble de chandeliers en argent massif. Chaque cadeau a reçu un sourire gracieux et un murmure d'appréciation. Puis sa main s'est posée sur la boîte argentée. Elle l'a prise, a jeté un coup d'œil à la carte, et a laissé échapper un petit rire. « Oh, regardez » a-t-elle dit assez fort pour que les tables voisines entendent. Un cadeau de ma sœur. Celle qui ne pouvait même pas se permettre de venir correctement. Quelques invités ont échangé des regards gênés. Marcus a légèrement froncé les sourcils. Victoria. Voyons ce qu'elle nous a offert. Un coupon fait maison, probablement, ou une de ses petites photographies. Victoria a défait le ruban, souriant toujours pour la foule. Elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait une enveloppe, épaisse et d'aspect officiel. Son sourire a vacillé. Elle a sorti les papiers, les dépliant lentement. Le premier était un document juridique couvert de tampons et de signatures. Le deuxième était une lettre manuscrite sur du papier crème. Le troisième était une photographie, une femme âgée et une jeune fille debout devant une bijouterie. Les yeux de Victoria ont parcouru le document juridique. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Marcus en se penchant. Victoria n'a pas répondu. Ses mains tremblaient. La lettre lui a glissé des doigts et est tombée par terre. À une table voisine, Patricia a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle s'est levée. « Victoria, ma chérie. » Victoria a levé les yeux des papiers, son visage un masque de choc et d'incrédulité. « Ce n'est pas possible » a-t-elle murmuré. « Ce n'est pas possible. Grand-mère m'aimait. Elle n'aurait jamais. » Elle s'est arrêtée. 400 invités la fixaient en silence. Et au fond de cette boîte argentée se trouvait un autre morceau de papier qu'elle n'avait pas encore déplié. Ma mère a atteint la table d'honneur en quelques secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Victoria lui a tendu les papiers avec des mains tremblantes. Les yeux de Patricia ont parcouru le document, la signature notariée, le sceau légal, les mots qui déclaraient que la collection de bijoux Hartwell était la propriété exclusive de Myra Eleanor Wells. La couleur a quitté le visage de ma mère. Ce doit être une erreur. Ce n'est pas une erreur. La voix de Victoria s'est brisée. C'est daté d'il y a 2 ans, avant même que grand-mère ne tombe malade. Des chuchotements ont commencé à parcourir la salle de bal. Les invités les plus proches de la table d'honneur en avaient vu assez, l'expression frappée de la mariée, les papiers tremblants dans ses mains. N'est-ce pas les bijoux dont elle nous parlait tout à l'heure, a murmuré quelqu'un. La collection de 2 millions de dollars. Elle a dit que c'était à elle. Victoria les a entendus, son visage tordu. C'est un faux. Elle a brandi les papiers comme la preuve d'un crime. Ma sœur a falsifié ça. Elle a toujours été jalouse de moi. Mon père est apparu à côté de ma mère, son expression sombre. Laisse-moi voir ça. Il a lu le document. Puis il a ramassé la lettre par terre. L'explication manuscrite de grand-mère Eleanor. Victoria voit ces pièces comme des trophées. Myra les voit comme des souvenirs. Je sais qui honorera mon héritage. Sa mâchoire s'est crispée. Harold.
La voix de ma mère était faible. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais mon père n'a pas répondu. Il a reconnu l'écriture de sa mère. Il connaissait sa signature. Il a compris, peut-être pour la première fois, ce qu'Eleanor avait vu dans ses deux petites filles, et ce qu'elle avait choisi. Ça ne peut pas arriver. Victoria a repris la lettre, des larmes coulant sur son visage. Pas aujourd'hui. Pas à mon mariage. Marcus se tenait figé à côté d'elle, regardant sa mariée se décomposer devant 400 témoins. Il avait l'air perdu. Il avait l'air d'un homme qui commençait à peine à réaliser qu'il ne connaissait pas du tout sa fiancée. Attends. La voix de Marcus a percé les sanglots de Victoria. Il fixait la boîte argentée. Il y a autre chose là-dedans. Victoria a baissé les yeux. Au fond de la boîte, à moitié cachée par du papier de soie, se trouvait un autre document plié. Elle l'a sorti avec des doigts tremblants. C'était un contrat. Un contrat de photographie. L'en-tête disait « Accord de service de mariage Everlight Studio ». Les yeux de Victoria sont tombés sur la page de signature. Client, Victoria Wells. Propriétaire gérant, Myra Wells. Montant payé, 15 000 €, non remboursable. Elle l'a fixé. Non. Sa voix n'était qu'un murmure. Non. 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 Victoria. Marcus a pris le papier de ses mains, ses yeux s'écarquillant à la lecture. Tu as engagé son entreprise. Tu m'as dit que ta sœur avait des difficultés, qu'elle ne pouvait pas garder un emploi. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Victoria s'est retournée, les yeux égarés. Où est le photographe? Où est le photographe? Une jeune femme avec un appareil photo s'est avancée nerveusement, depuis le coin où l'équipe de photographie avait travaillé toute la soirée. Je suis désolée, madame. Je suis la photographe principale. Madame Wells. Myra Wells est la propriétaire, mais elle n'assiste généralement pas personnellement aux séances. Vous travaillez pour elle? La photographe a hoché prudemment la tête. Everlight Studio a photographié plus de 200 mariages. Nous sommes l'une des meilleures agences du pays. La salle de bal était maintenant complètement silencieuse. 400 invités. Chacun regardant le monde soigneusement construit de Victoria s'effondrer en temps réel. Quelqu'un à une table voisine a sorti son téléphone. A-t-elle dit 2 millions de $? Et la sœur possède une entreprise de photographie? Celle que Victoria a traitée de ratée? Marcus tenait toujours le contrat, son visage illisible. Victoria, sa voix était calme. Sur quoi d'autre as-tu menti? Victoria ne pouvait pas répondre. Elle était trop occupée à chercher son téléphone. Elle devait m'appeler. Elle devait crier sur quelqu'un. Elle devait arranger ça. Mais certaines choses ne peuvent pas être arrangées. D'accord, je dois faire une pause ici. Levez la main dans les commentaires si vous l'aviez vu venir, car honnêtement, même moi, je ne m'attendais pas à ce que tout s'effondre aussi vite. Victoria vient de découvrir que la grand-mère qu'elle pensait l'aimer le plus a en fait vu clair en elle. Et la sœur qu'elle a traitée de ratée possède l'entreprise qui photographie son mariage. Si vous voulez voir comment ça se termine, et croyez-moi, ça devient encore plus fou, appuyez sur le bouton j'aime et restez avec moi, car Victoria est sur le point de faire un choix qui définira tout ce qui va se passer ensuite. Les chuchotements étaient devenus un murmure constant. Victoria se tenait à la table d'honneur, le mascara coulant sur ses joues, les papiers accablants serrés dans ses mains. Mes parents la flanquaient comme des sentinelles, bien qu'ils aient l'air tout aussi abasourdis qu'elle. C'est alors que Caroline Ashford s'est avancée. Elle avait observé depuis un coin de la salle de bal, l'élégante organisatrice de mariage qui avait orchestré chaque détail de cette journée parfaite. Maintenant, elle se dirigeait vers la table d'honneur avec l'autorité calme de quelqu'un qui avait tout vu. Si je puis me permettre. La salle s'est tue. Caroline a pris le document juridique des mains tremblantes de Victoria et l'a examiné brièvement. Ceci est authentique, a-t-elle dit, assez fort pour que les tables voisines entendent. J'ai été témoin de la signature de cet amendement par Eleanor Hartwell il y a 2 ans. J'étais présente lorsqu'elle a discuté de ses volontés avec son avocat. Patricia s'est avancée. Caroline, tu ne peux pas. Si, je le peux, Patricia. La voix de Caroline était douce mais ferme. Eleanor a été ma plus chère amie pendant 40 ans. Elle m'a dit exactement pourquoi elle a fait ce choix. Alors, dis-nous, a crié Victoria.
Dis-nous pourquoi elle ferait ça. Caroline l'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Elle a dit, Victoria voit les bijoux comme des trophées. Mira les voit comme des souvenirs. Elle a dit que ta sœur était la seule à l'avoir jamais aimée pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle possédait. Les mots flottaient dans l'air. À une table près du fond, quelqu'un filmait définitivement sur son téléphone maintenant. Elle a aussi dit autre chose. Caroline a croisé les mains. Elle a dit, Mira ne m'a jamais rien demandé. Victoria n'a jamais cessé de demander. Cela comptait pour elle. La bouche de Victoria s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Pour la première fois de sa vie, ma sœur n'avait rien à dire. Et 400 témoins avaient entendu chaque mot. Il y a autre chose que les gens devraient savoir. La voix venait du fond de la salle. Un homme d'une 60aine d'années s'est levé, cheveux argentés, distingué, portant un costume qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Richard Peyton, PDG de Peyton Media Group, l'un des plus anciens amis du père de Marcus. Je connais Mira Wells, a-t-il dit. Elle a photographié le mariage de ma fille l'année dernière à Malibu. 600 invités. Elle a été brillante. Un murmure a balayé la salle. Attendez. Une femme à une autre table a levé la main. Mira Wells, comme dans Everlight Studio. Ils ont photographié notre gala de fondation. Ils ont été présentés dans Vogue. D'autres invités ont commencé à prendre la parole. Ils ont photographié la cérémonie des Whitmore. J'ai entendu dire qu'ils sont réservés 2 ans à l'avance. Un ami m'a dit qu'elle a refusé des mariages de célébrités parce que son emploi du temps est plein. Le visage de Victoria était un masque d'incrédulité. C'est impossible. Mira est. Elle prend des photos d'inconnus. Elle n'est personne. En fait, a dit Richard Peyton, pas méchamment, elle a beaucoup de succès. Son entreprise a réalisé plus de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est l'une des photographes de mariage les plus recherchées de la côte ouest. Ma mère s'est agrippée au dossier d'une chaise. 3 millions. Elle avait l'air sur le point de s'évanouir. Mon père se tenait très immobile, son visage illisible. Mais je connaissais cette expression. Il calculait, réévaluait, réalisant à quel point il s'était trompé. Elle n'a jamais rien dit, a-t-il murmuré. Pourquoi l'aurait-elle fait? A répondu Richard. D'après ce que je comprends, votre famille n'était pas particulièrement intéressée à écouter. Victoria s'est tournée vers Marcus. Ça ne change rien. Elle essaie toujours de gâcher ma journée. Elle est toujours. Victoria. La voix de Marcus était froide, d'une manière que personne, me dit-on, ne l'avait jamais entendue auparavant. Tais-toi. Sa mariée s'est tue. Et dans ce silence, la vérité s'est installée dans la salle comme de la poussière après une explosion. À 5000 km de là, mon téléphone a commencé à sonner. J'étais toujours dans le salon de l'aéroport, sirotant mon deuxième café, regardant la dernière lumière s'estomper sur la ligne d'horizon de Boston. L'écran s'est allumé avec le nom de Victoria. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé, encore et encore, 5 fois, 10, 15. Puis le nom de ma mère est apparu, puis celui de mon père. Les messages ont commencé à affluer. Victoria, décroche le téléphone tout de suite. Victoria, tu as tout gâché. Victoria, comment as-tu pu me faire ça? Maman, Mira, appelle-moi immédiatement. Nous devons parler. Papa, c'est inacceptable. Tu vas t'expliquer. Victoria, je ne te pardonnerai jamais pour ça. Victoria, toute la salle me regarde. Victoria, qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? J'ai regardé les notifications s'accumuler. L'écran brillait de leur rage, de leur désespoir, de leurs exigences. 47 appels manquaient le temps que je finisse mon café. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai glissé dans mon sac. Un agent d'embarquement a annoncé que mon vol pour Los Angeles était maintenant en cours d'embarquement. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigé vers la porte de départ, passant devant des familles se retrouvant, des couples se disant au revoir, et des voyageurs d'affaires tapant sur leurs ordinateurs portables. Personne dans cet aéroport ne savait ce qui venait de se passer dans une salle de bal de l'autre côté de la ville. Personne ne savait qu'une famille se fracturait en temps réel, qu'une mariée pleurait devant 400 invités, qu'une vérité cachée pendant des années avait enfin réussi à se frayer un chemin vers la lumière. J'ai tendu ma carte d'embarquement à l'agent et j'ai descendu la passerelle.
Mais juste avant d'éteindre mon téléphone, un autre message est arrivé. Pas de Victoria, pas de mes parents. De Marcus. Et ce qu'il a dit m'a fait marquer une pause. Marcus, Mira, c'est Marcus Thornton. Je suis désolé de vous contacter de cette manière. J'ai eu votre numéro sur le contrat d'Everlight. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de l'avion, les passagers défilant à côté de moi, et j'ai lu ces mots. Marcus, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé ce soir. Victoria est inconsolable, mais elle ne veut rien expliquer. Elle n'arrête pas de dire que vous l'avez trahi. Un autre message est apparu. Marcus, elle m'a dit que vous étiez mentalement instable, que vous aviez des problèmes et que vous ne pouviez pas garder un emploi. Que votre famille avait dû vous couper les ponts pour votre propre bien. Ma poitrine s'est serrée. Marcus, je l'ai cru. Je n'ai jamais remis en question. Je n'ai jamais essayé de vous rencontrer ou d'entendre votre version. Je réalise maintenant que c'était une erreur. Une hôtesse de l'air a touché mon bras. Madame, nous avons besoin que vous preniez votre siège. J'ai hoché la tête et je suis allé à m'arranger, toujours en lisant. Marcus, la réception s'est terminée tôt. La moitié des invités sont partis après que Caroline a parlé. Mes parents posent des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Je ne sais plus quoi croire. J'ai bouclé ma ceinture alors que le dernier message arrivait. Marcus, je ne vous demande pas de vous expliquer. Vous ne me devez rien. Mais je voulais que vous sachiez que je suis désolé pour le rôle que j'ai pu jouer dans tout ça, pour l'avoir cru sans poser de questions. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai tapé en retour. Moi, merci de m'avoir contacté, Marcus. Je n'ai aucune rancune envers vous. Quelle que soit votre décision concernant votre relation, j'espère que vous trouverez la clarté. Sa réponse est venue presque instantanément. Marcus, le mariage est terminé, mais je ne sais pas si le mariage le sera. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout. J'ai éteint mon téléphone alors que l'avion quittait la porte d'embarquement. Le temps. C'était la seule chose que personne d'entre nous ne pouvait récupérer. Le vol de retour vers Los Angeles fut calme. J'étais assise à mon siège près du hublot, regardant les lumières de Boston rapetisser en dessous de moi, pensant aux messages de Marcus, aux cris de Victoria figés dans des textos, aux exigences de mes parents que je m'explique. Le fait est que je n'avais rien à expliquer. Je n'avais pas falsifié ces documents. Je n'avais pas piégé Victoria pour qu'elle engage mon entreprise. Je n'avais rien fait d'autre que de livrer la vérité que grand-mère Eleanor m'avait confiée. La vérité sur les bijoux. La vérité sur qui j'étais devenu. La vérité que ma famille avait refusé de voir pendant 28 ans. Quelque part au-dessus de la Pennsylvanie, j'ai pris une décision. Je ne rappellerai pas Victoria. Je ne répondrai pas aux exigences de mes parents. Je ne m'excuserai pas, ne me défendrai pas, ne supplierai pas d'être comprise. Toute ma vie, j'avais accepté leur mépris. Je m'étais faite petite. J'avais espéré que si j'étais assez silencieuse, assez gentille, assez réussie, ils finiraient par me remarquer. Mais j'en avais fini d'espérer. Alors que l'avion survolait les montagnes rocheuses, j'ai écrit une note sur mon téléphone. Pas un message à envoyer, juste des mots pour moi-même. Je ne leur fermerai pas la porte, mais je ne la tiendrai pas ouverte éternellement non plus. C'est à eux de choisir de la franchir. C'était ma nouvelle limite. Si Victoria voulait s'excuser, vraiment s'excuser, je l'écouterais. Si mes parents voulaient me connaître, vraiment me connaître, je leur donnerais une chance. Mais je ne les poursuivrai plus. Je ne ferai pas de spectacle pour obtenir leur approbation. Je ne me ferai pas petite pour rentrer dans l'espace qu'ils m'avaient assigné. Ils devraient venir à moi en égo, ou pas du tout. J'ai rangé mon téléphone et j'ai fermé les yeux. Au moment où nous avons atterri à Los Angeles, le soleil se levait sur le Pacifique. C'était comme le début de quelque chose, ou peut-être la fin. Quoi qu'il en soit, j'étais prête. Je n'ai appris l'existence de la vidéo que le lendemain matin. Mon assistante, Jenna, attendait quand je suis entré dans le bureau d'Everlight Studio. Elle avait son téléphone à la main et une expression quelque part entre l'étonnement et l'inquiétude. « Mira, tu dois voir ça. » Elle a tourné l'écran vers moi. Une vidéo TikTok, déjà à 2 millions de vues et en augmentation. La légende disait, une mariée riche découvre que sa sœur ratée est en fait millionnaire. Quelqu'un au mariage avait filmé. La vidéo montrait Victoria à la table d'honneur, son visage passant de la suffisance à la confusion,
puis à la dévastation alors qu'elle lisait les documents. Elle a capturé le discours de Caroline. Elle a capturé les invités murmurant la révélation de Richard Peyton sur mon entreprise, l'ordre froid de Marcus à Victoria de se taire. Les commentaires étaient infinis. Ce sont toujours les discrets qu'il faut sous-estimer. Grand-mère savait exactement qui méritait ses bijoux. C'est la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Toute la vie de Victoria vient d'être vérifiée devant 400 personnes. J'ai fait défiler des milliers de réactions, des inconnus qui ne m'avaient jamais rencontré, acclamant une femme qu'ils ne connaissaient que par un clip de 30 secondes. Ton nom est en tendance, a dit doucement Jenna. Everlight Studio a reçu 300 demandes du jour au lendemain. Je me suis assise lentement. Je n'avais pas voulu ça. Je n'avais rien filmé, rien publié, n'avais pas essayé de devenir viral. Je voulais juste être vu par ma famille. Mais maintenant, le monde entier voyait quelque chose. Mon téléphone a vibré. Un email d'un journaliste du Boston Globe. Mademoiselle Wells, nous aimerions vous interviewer au sujet de la vidéo virale du mariage. Je l'ai supprimée. Annule mes réunions aujourd'hui, ai-je dit à Jenna. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Parce que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début, et j'avais le sentiment que ma famille allait bientôt se présenter. 3 jours plus tard, ma mère est apparue. J'étais dans mon bureau en train de vérifier les épreuves d'une séance récente quand ma réceptionniste a sonné. Mademoiselle Wells, il y a une femme ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre mère. J'ai fermé les yeux un instant. Puis je me suis levé et je suis allé dans le hall. Patricia Wells se tenait près de l'entrée, l'air complètement déplacé. Elle était vêtue de son Chanel habituel, de ses boucles d'oreilles en perles, d'un chemisier en soie, d'une coiffure parfaite. Mais ses yeux étaient rougis et incertains. Elle a fixé le bureau de la réception, les prix sur les murs, les couvertures de magazines encadrés mettant en vedette Everlight Studio. C'est à toi, a-t-elle dit en me voyant. Tout ça? Oui. Tu ne nous l'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé. Elle a tressailli. Je l'ai conduite à mon bureau et j'ai fermé la porte. Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, les mains étroitement jointes sur ses genoux. Je suis venu parler de ce qui s'est passé. Je suppose que tu veux dire que j'ai ruiné le mariage de ta sœur. Sa voix s'est brisée. Comment as-tu pu lui faire ça? Je n'étais pas au mariage, maman. Je n'étais pas invité. Tu sais ce que je veux dire. Ce coup avec le cadeau. Je me suis adossé à ma chaise. Je lui ai donné la vérité de grand-mère Eleanor. Les documents sont réels. Le testament est légal. Tout ce qu'il y avait dans cette boîte était authentique. Mais pourquoi? Pourquoi l'humilier devant tout le monde? Je ne l'ai pas humiliée. Elle s'est humiliée elle-même. J'ai gardé ma voix stable. Elle a passé des mois à se vanter de bijoux qui n'ont jamais été à elle. Elle a menti à son fiancé à mon sujet. Elle a dit à tout le monde que j'étais une ratée. Le visage de ma mère s'est décomposé. Maman. Je me suis penché en avant. J'ai passé 28 ans à être invisible pour cette famille. Je ne demande pas d'excuses. Je demande juste de l'honnêteté. Elle m'a fixé. Et puis, pour la première fois de ma vie, ma mère m'a réellement regardé. Le regard de ma mère a parcouru lentement mon bureau. Les baies vitrées donnant sur le centre-ville de Los Angeles. Les prix exposés sur les étagères, des distinctions de l'industrie, des articles de magazines, une lettre encadrée d'un sénateur me remerciant d'avoir documenté le mariage de sa fille. Les photographies sur les murs, chacune témoignant d'une carrière construite en silence. Ses yeux se sont posés sur une photo de moi avec grand-mère Eleanor, prise à son 81e anniversaire. Nous rions de quelque chose, nos têtes inclinées l'une contre l'autre. Et puis, Patricia Wells s'est mise à pleurer. Pas les larmes délicates qu'elle produisait lors d'événements sociaux. De vrais sanglots, laids et bruts, secouant tout son corps. Nous t'avons laissé tomber, a-t-elle dit entre deux respirations. Je t'ai laissé tomber. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je l'ai laissé avoir ses mots. Victoria a toujours demandé tellement. Elle était bruyante sur ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin. Et toi, tu étais juste silencieuse. Tu ne te plaignais jamais. Tu ne demandais jamais rien. Elle s'est essuyée le visage avec des mains tremblantes. Je pensais que ça voulait dire que tu allais bien.
Je pensais que tu n'avais pas besoin de nous. J'ai arrêté d'avoir besoin de vous, dis-je doucement, parce que je savais que vous ne seriez pas là. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Elle a lutté pour se recomposer. Je pensais que nous accordions une attention supplémentaire à Victoria parce qu'elle en avait plus besoin. Mais ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Elle en avait besoin parce que nous lui avons appris à en avoir besoin. Et tu as cessé d'en avoir besoin parce que nous t'avons appris à ne pas espérer. Je n'ai rien dit. Eleanor a essayé de me le dire. La voix de ma mère n'était qu'un murmure. Elle a dit que je te perdais. Je n'ai pas écouté. Je pensais qu'elle était dramatique. Elle m'a regardé avec des yeux rouges. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Mira. Mais j'avais besoin que tu saches. Je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai hoché la tête. Ce n'était pas du pardon, mais c'était un début. Avant de partir, ma mère m'a parlé de Victoria. Marcus a reporté la lune de miel, a-t-elle dit, la voix creuse. Il reste chez ses parents. Il dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir à tout. À savoir s'il veut toujours être marié. Ma mère a hoché misérablement la tête. La vidéo a empiré les choses. Elle a pressé ses doigts contre ses tempes. Elle est partout. 3 millions de vues maintenant. Des gens de l'entreprise de Victoria l'ont vue. Son patron l'a convoqué pour une réunion. Ils lui ont demandé de prendre un congé jusqu'à ce que la situation se calme. J'ai senti une étrange lourdeur dans ma poitrine. Pas de la satisfaction, pas de la joie, juste une lourdeur. Il y a plus, a poursuivi ma mère. Les parents de Marcus, les Thornton, ont appelé ton père. Ils ont demandé s'il y avait autre chose sur quoi Victoria avait menti. Ce sont de la vieille fortune, tu sais. Ils se soucient beaucoup de la réputation familiale. Et Victoria n'a pas pu leur répondre. Elle a essayé. Elle a dit que tu avais tout manipulé. Que grand-mère Eleanor n'était pas dans son bon esprit quand elle a fait le testament. Ma mère a ri amèrement. Mais Caroline Ashford est amie avec les Thornton. Elle leur a dit la vérité. Donc, Victoria avait perdu plus que les bijoux. Elle avait perdu la confiance de Marcus, le respect de sa famille, sa réputation professionnelle. L'image parfaite qu'elle avait passé toute sa vie à construire. Elle t'en veut, a dit ma mère. Elle dit que tu as détruit sa vie exprès. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de faire semblant. Ma mère s'est levée pour partir, rassemblant son sac à main avec des mains tremblantes. À la porte, elle s'est retournée. Eleanor a toujours dit que tu étais la plus forte de nous toutes. Sa voix s'est brisée. Je pense que je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. Elle est sortie. Je suis resté seul dans mon bureau pendant un long moment après ça, regardant le soleil se coucher vers le Pacifique. Forte n'était pas ce que je ressentais. Mais je n'étais pas brisé non plus. Ce soir-là, je suis resté tard au bureau. Le bâtiment était silencieux. Tout le monde était rentré chez soi. Je me suis assise dans mon fauteuil, regardant la ligne d'horizon de Los Angeles passer du doré au rose, puis au bleu profond. Sur mon bureau se trouvait la photographie de grand-mère Eleanor et moi. Je l'ai prise et j'ai étudié son visage. Ce sourire entendu, ces yeux bienveillants qui m'avaient toujours vu quand personne d'autre ne le faisait. As-tu tout planifié? Ai-je demandé à la pièce vide. Bien sûr, elle n'a pas répondu, mais je pouvais imaginer ce qu'elle dirait. J'ai juste planté des graines, ma chérie. C'est toi qui as grandi. J'ai pensé à ma famille. À Victoria, se noyant dans les conséquences de ses propres actes. À ma mère, ouvrant enfin les yeux après 28 ans. À mon père, recalculant probablement tout ce qu'il pensait savoir sur ses filles. Je ne voulais pas les punir pour toujours, mais je ne pouvais pas non plus redevenir invisible. J'ai pris une décision, assise là dans la lumière déclinante. La porte de la réconciliation ne serait pas verrouillée. Si Victoria s'excusait sincèrement, sans me blâmer, sans trouver d'excuses, mais en assumant réellement la responsabilité, je l'écouterais. Si mes parents voulaient connaître la vraie moi, je leur donnerais cette chance. Mais je ne les poursuivrai pas. Je ne ferai pas de spectacle pour obtenir leur approbation. Je ne me ferai pas petite pour rentrer dans l'espace qu'ils m'avaient assigné. Ils devraient venir à moi en égaux, ou pas du tout. Je l'ai écrit dans mon journal. Je ne leur fermerai pas la porte,
mais je ne la tiendrai pas ouverte éternellement non plus. C'est à eux de choisir de la franchir. C'était ma limite. Claire, ferme, incassable. Pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que je méritais, et je n'étais pas prête à accepter moins. Une semaine après la visite de ma mère, je suis allé à la banque. La collection Hartwell m'attendait dans un coffre-fort privé. 12 pièces de joaillerie exquise qui étaient dans la famille de ma grand-mère depuis des générations. Des colliers de perles des années 1920. Des boucles d'oreilles en diamant art déco. Une broche en saphir qui avait autrefois appartenu à une duchesse. J'ai tenu chaque pièce avec soin, pensant aux mains qui les avaient portées, aux histoires qu'elles transportaient, à l'amour qu'elles représentaient. Victoria avait voulu ces pièces comme des trophées, des symboles de statut à photographier, à exposer et à vanter. Mes grand-mères et Léanor les voyaient différemment. La beauté n'est pas une question de possession, avait-elle écrit dans sa lettre. C'est une question de préservation. Je comprenais maintenant. J'ai pris des dispositions pour que les pièces les plus importantes sur le plan historique soient prêtées au musée des Beaux-Arts de Boston, où elles seraient exposées dans l'aile des arts décoratifs, avec une plaque en l'honneur de l'héritage d'Eleanor Hartwell. Le reste, je le garderai en sécurité. Un jour, si j'avais des enfants, ils en hériteraient, ainsi que des histoires de leur provenance et de leur signification. En quittant le coffre-fort, le directeur de la banque m'a remis une enveloppe scellée. Ceci était aussi dans le coffre-fort, Mademoiselle Wells. Nous ne l'avions pas remarqué auparavant. À l'intérieur se trouvait une courte note manuscrite. Ma chère Mira, une dernière chose que je ne t'ai pas dite. J'ai laissé quelque chose à Victoria aussi. Un petit bracelet de perles qui appartenait à ma mère. Simple, sans grande valeur, mais significatif, si elle peut en comprendre la valeur. J'espère qu'un jour elle le fera. Avec tout mon amour, grand-mère Eleanor, je suis resté dans le hall de la banque et j'ai laissé les larmes couler. Même dans la mort, ma grand-mère avait espéré que Victoria puisse changer. Peut-être qu'elle le ferait, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'honorerai la mémoire de grand-mère Eleanor. La seule façon que je connaissais, en étant la personne qu'elle avait toujours cru que je pouvais être. 6 mois ont passé depuis le mariage de Victoria. Je suis toujours à Los Angeles, toujours à la tête d'Everlight Studios, toujours en train de construire la vie que j'ai créée à partir de rien. La vidéo virale s'est finalement estompée, comme ces choses le font. Mon nom n'est plus en tendance. Les journalistes ont cessé d'appeler. Mais certaines choses sont différentes maintenant. Ma mère appelle une fois par semaine. Des conversations maladroites, hésitantes au début, aucune de nous ne sachant quoi dire. Mais lentement, nous apprenons. Elle me pose des questions sur mon travail. Je lui raconte. Elle écoute. C'est un début. Mon père a envoyé une lettre, 3 pages manuscrites, s'excusant pour des années d'aveuglement. Je n'ai pas encore répondu. Je ne suis pas sûr de ce que je veux dire. Mais j'y pense. Victoria et Marcus suivent une thérapie de couple. Elle m'a appelé le mois dernier, la première fois depuis le mariage. Elle ne s'est pas excusée, exactement. Mais elle n'a pas non plus attaqué. Elle a juste dit, j'essaie de comprendre. Peut-être que c'est tout ce qu'elle peut offrir pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ce sera plus. J'ai appris quelque chose à travers tout ça. La meilleure réponse au mépris n'est pas la vengeance. Ce n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort ou de leur frotter votre succès au visage. C'est de construire quelque chose de réel. C'est de protéger ce qui compte. C'est de connaître si profondément sa propre valeur que l'opinion de personne, pas même celle de votre famille, ne peut l'ébranler. Je ne me suis pas présenté à ce mariage pour détruire ma sœur. Je me suis présenté pour être enfin vu. Et ce cadeau que j'ai laissé sur la table, il ne s'agissait pas de la rabaisser. Il s'agissait de me tenir debout. Pour la première fois de ma vie, je me suis choisi. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà eu à fixer une limite avec quelqu'un que vous aimiez? Qu'est-ce que cela vous a coûté? Qu'avez-vous gagné? Laissez votre histoire dans les commentaires. Je lirai chacune d'entre elles. Parce que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de vous présenter, c'est de savoir quand partir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, consultez la vidéo dans la description.
Je pense que vous l'adorez. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas, vous méritez d'être vu. Au revoir pour l'instant.